Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La rue des Bons Enfants commence rue Saint-Honoré et se termine rue du Colonel Drian. Elle mesure 134 mètres de long et 10 mètres de large. La rue doit sa dénomination au Collège des Bons Enfants, fondé en 1208 en faveur de 13 écoliers pauvres. Voici son histoire. Le Collège des Bons Enfants était un collège de l'ancienne Université de Paris. Il fut fondé en 1208 par Étienne Belot et son épouse Ada, près de l'église Saint-Honoré, pour abriter 13 étudiants pauvres de Paris, pour la plupart des enfants de chœur de la paroisse. Il fut d'abord nommé Hôpital des pauvres écoliers, et à juste titre, car les écoliers étaient obligés de demander l'aumône. Chaque jour, ils quémandaient du pain dans les rues. La générosité de bienfaiteurs comme Jacques Coeur, l'argentier de Charles VII, apporta au collège un revenu suffisant pour permettre aux écoliers de ne plus implorer la charité des habitants du quartier. En 1602, le collège disparut. L'expression « bons enfants » désignait jadis les enfants qui se consacraient à l'étude, par opposition à « mauvais garçons ». Il existait en France de nombreux collèges ou séminaires portant ce nom. La rue s'appela d'abord Chemin qui va à Clichy, puis ruelle par où l'on va au Collège des Bons Enfants, puis rue des Écoliers, puis rue des Écoliers Saint-Honoré au XIVe siècle. L'instruction était assurée par un chanoine de Saint-Honoré. La voie était alors plus longue, elle continuait plus au nord jusqu'au jardin de l'hôtel de Toulouse. Elle était prolongée jusqu'à la rue Croix des Petits Champs par la rue Baillif, qui a disparu depuis. En 1640, la rue Neuve des Bons Enfants, actuelle rue Radziwiłł, est ouverte entre la rue des Bons Enfants et l'actuelle rue des Petits Champs. Dans les années 1790, la rue Montesquieu est percée entre le débouché du passage Vérité sur la rue des Bons Enfants et le carrefour de la rue des Petits Champs et de la rue du Boulois. Au début du XIXe siècle, la moitié nord de la rue est supprimée afin de permettre l'extension de la Banque de France jusqu'à la rue du Colonel Drian nouvellement percée. Afin de créer cette rue, la chancellerie d'Orléans, qui se situe au numéro 19, est détruite. En 1919, les immeubles à l'angle avec la rue Saint-Honoré sont détruits et Georges Vaudoyer construit un immeuble afin d'abriter les réserves des grands magasins du Louvre. En 1945, l'État fait raser les immeubles compris entre ce bâtiment, acquis depuis par l'État en 1941, la rue Montesquieu, la rue des Bons Enfants et la rue Croix des Petits Champs. Entre juin 1956 et octobre 1961, Olivier Lahalle y édifie une nouvelle cité administrative. Réhabilité entre 2000 et 2004, cet ensemble abrite actuellement des services du ministère de la Culture. Il a été construit à l'emplacement de l'ancien cloître Saint-Honoré, accessible depuis la rue des Bons Enfants, par un passage sous le numéro 8. Cette rue est également célèbre pour un fait divers qui s'y est produit au XIXe siècle. Le 8 novembre 1892, une bombe destinée à faire sauter les bureaux de la Compagnie des mines de Carmaux est amenée par le concierge du bâtiment au commissariat de police du 1er arrondissement, qui se situe alors 21 rue des Bons Enfants. Elle y explose, tuant Étienne Faumorin, Marc Réau, Henri Pousset et Charles Troutot, tous les 4 policiers. Une 5e personne, Raymond Garin, garçon de recette à la compagnie, décède des suites de ses blessures. Le sous-brigadier Émile Henriot est victime d'une crise cardiaque en entrant sur les lieux du drame. Cette action de l'anarchiste Émile Henry donna lieu à une chanson de Marc Lémonnier et Guy Debord, la Java des Bons Enfants. Il l'attribue par fantaisie à Raymond Calmin, dit Raymond la Science, un des membres de la bande à Bonneau.
Cette chanson fait partie de Pour en finir avec le travail, un recueil de chansons du prolétariat révolutionnaire paru sous forme de disque vinyle produit en 1974 par Jacques Leglou et réédité en CD en 1998. Le 12 février 1894 à 21h, un garçon blond pénètre dans le café Terminus à la gare Saint-Lazare. S'étant assis à un guéridon libre, Henri tira soudain d'une poche de son paletot une petite marmite de fer blanc bourrée d'explosifs et la lança en l'air. Elle se heurta à un lustre, éclata et pulvérisa toutes les glaces ainsi que quelques tables de marbre. Ce fut un sauve-qui-peut général. Il y eut une vingtaine de blessés, dont un succomba à ses blessures. Émile Henry prit la fuite, poursuivi par un agent de police et un garçon de café, auquel se joignit un cheminot sur lequel l'anarchiste tira, mais le manqua. Un peu plus loin, il blessa sérieusement un agent avant de se faire arrêter. Ces actes sont loin de faire l'unanimité parmi les anarchistes. Ainsi, Élisée Reclus déclare que tous les attentats dans le genre de celui du Terminus, les vrais compagnons les considèrent comme des crimes. Le 27 avril 1894, Émile Henry comparaît devant la cour d'assises de la Seine. Henri Robert ayant refusé d'assurer sa défense, celle-ci est confiée à un jeune avocat récemment arrivé de Marseille, Nicolas Hornbostel. À l'audience de la cour d'assises, Henri se permet de cinglantes répliques. Par exemple, au président, il déclare « Mes mains sont couvertes de sang, comme votre robe rouge ». Un juge lui reprochant de s'en être pris à des innocents lors de son attentat contre le café Terminus, l'accusé réplique « Il n'y a pas de bourgeois innocents ». À la fin du procès, se tournant vers le jury, Henri déclara « Je suis anarchiste depuis peu de temps. Ce n'est guère que vers le milieu de l'année 1891 que je me suis lancé dans le mouvement révolutionnaire. Auparavant, j'avais vécu dans les milieux entièrement imbus de la morale actuelle. J'avais été habitué à respecter et même à aimer les principes de patrie, de famille, d'autorité et de propriété. Mais les éducateurs de la génération actuelle oublient trop fréquemment une chose, c'est que la vie, avec ses luttes et ses déboires, avec ses injustices et ses iniquités, se charge bien, l'indiscrète, de dessiller les yeux des ignorants et de les ouvrir à la réalité. Il me suffira de dire que je devins l'ennemi d'une société que je jugeais criminelle. Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié. Nous donnons la mort et nous devons la subir. C'est pourquoi j'attends votre verdict avec indifférence. Je sais que ma tête ne sera pas la dernière que vous couperez. Vous ajouterez d'autres noms à la liste sanglante de nos morts. Vous n'avez pas pu détruire l'anarchie. Ses racines sont profondes. Elle est née au sein d'une société pourrie qui s'affaisse. Elle est une réaction violente contre l'ordre établi. Elle représente les aspirations d'égalité et de liberté qui viennent battre en brèche l'autoritarisme actuel. Elle est partout. C'est ce qui la rend indomptable. Et elle finira par vous vaincre et par vous tuer. J'aime tous les hommes dans leur humanité et pour ce qu'ils devraient être, mais je les méprise pour ce qu'ils sont. Émile Henry est condamné à mort. Il est guillotiné le 21 mai 1894 à l'âge de 21 ans. Maurice Barrès et Georges Clemenceau assistèrent à son exécution. La foule salua le fourgon transportant le corps de l'anarchiste. Ce dernier fut inhumé le jeudi 24 mai 1894 au cimetière de Brévannes, aujourd'hui Limeil-Brévannes. Maintenant, promenons-nous un petit peu dans ce quartier pour y admirer l'immobilier. Contraint de quitter Paris lors de la Révolution française en tant que noble, le poète Jean-Pierre Clarisse de Florian se réfugie à Sceaux. Après la mort du duc de Penthièvre et l'apposition des scellés sur l'hôtel de Toulouse où il logeait, il se trouve dans l'obligation de louer le petit appartement situé au numéro 13 de la rue. Malgré l'appui de son ami Boissy d'Anglin, il est arrêté et incarcéré à la prison de Port-Libre le 15 juillet 1794. Le littérateur et gastronome Brillat Savarin, auteur de la Physiologie du goût, habita en 1791 au numéro 14 de la rue. Il est surtout célèbre pour quelques phrases liées à la gastronomie. J'en cite une, « Dieu envoie la viande et le diable les cuisiniers ». Il affirma également « On devient cuisinier
mais on est rôtisseur. Ou encore, les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. L'hôtel de la Roche-Guyon se trouvait au numéro 17 de la rue et voisinait avec la chancellerie d'Orléans. On ignore exactement quel membre de la famille La Roche-Guyon donna son nom à l'hôtel. S'agit-il de Roger Duplessis-Liancourt, deuxième duc de la Roche-Guyon? Celui-ci complota contre le roi et la régente durant la Fronde. Il dut s'exiler hors de Paris, dans son château de Liancourt. Son épouse avait fait reconstruire un hôtel particulier par Le Mercier, rue de Seine, à l'emplacement approximatif de l'actuelle École des Beaux-Arts. Ou s'agissait-il de François de Sully, chevalier des ordres du roi, conseiller en ses conseils, grand louvetier de France, premier duc de la Roche-Guyon, damoiseau de Commercy? Pour le moment, les historiens sont incapables de trancher. L'hôtel est ensuite occupé par Abel Servien, au moins dès le 30 janvier 1651 et jusqu'en 1659, date de sa mort. Il s'agit de son logement principal à Paris, outre le château de Meudon, dont il avait fait l'acquisition en 1654. Sa proximité avec le palais royal justifie le choix retenu par le surintendant, l'un des principaux ministres du début du règne de Louis XIV. Servien meurt à Meudon le 17 février 1659. L'inventaire après décès décrit tout le mobilier de l'hôtel et permet d'en donner la distribution à cette époque. La duchesse de Nemours, née Longueville, quitte l'hôtel de Longueville pour celui de la Roche-Guyon à partir de septembre 1659, quelques mois après la mort de son époux, Henri II de Savoie, duc de Nemours. Un plan daté de 1810 permet de découvrir l'aménagement intérieur de l'hôtel. L'aile nord de la cour d'entrée est constituée de 4 remises qui ont certainement servi pendant un temps d'écurie au palais royal. L'hôtel est formé par un corps de logis principal flanqué de 2 petites ailes en retour. L'hôtel est détruit lors de la construction du complexe immobilier de la Banque de France. Philippe d'Orléans achète l'hôtel mitoyen de l'hôtel de la Roche-Guyon le 24 juillet 1702. Entre 1704 et 1705, il le fait rebâtir par l'architecte Germain Beaufranc pour sa maîtresse Marie-Louise Madeleine Victoire Lebel de la Boissière de Séry, comtesse d'Argenton. Elle en reçoit la nue propriété en 1707 et l'occupe jusqu'à disgrâce en 1710. L'année suivante, l'hôtel d'Argenton est cédé à Charlotte de Beautru de Nogent, veuve de Jean-Baptiste Armand de Rohan, prince de Montauban. Cette dernière cède la nue propriété de l'hôtel au régent Philippe d'Orléans le 17 avril 1720, se réservant l'usufruit viager jusqu'à son décès 5 ans plus tard. Le régent disparu en 1722, l'hôtel échoit à son fils Louis d'Orléans. Ce dernier accorde l'usufruit de l'hôtel en 1725 à son surintendant des finances et néanmoins ami, Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson, qui devient son chancelier à partir de 1723. L'hôtel devient l'hôtel de la chancellerie d'Orléans, fonction qu'il garde jusqu'en 1752. Le 23 juin 1752, à la suite de la mort du duc d'Orléans, son fils Louis-Philippe cède la nue propriété de l'hôtel au comte d'Argenson, le rendant pleinement propriétaire des lieux. Entre 1760 et 1772, ce dernier fait réaménager une grande partie de l'édifice par son ami l'architecte Charles de Vailly. L'hôtel reste dans la famille de Voyer jusqu'en 1784. Il est alors partagé entre appartements, bureaux et espaces d'archivage. En 1793, l'édifice est acheté par un prête-nom de Philippe Égalité qui en fait un établissement de jeux, puis un restaurant et enfin une salle de bal. En 1824, l'immeuble est acquis par le facteur de piano Jean-Henri Pape qui le convertit en fabrique et le surélève sur 3 niveaux. De 1846 à 1879, il abrite les bureaux du journal Le Constitutionnel. Acheté par Marie-Louise Thénard, belle-fille du chimiste Louis-Jacques Thénard, en 1866, l'hôtel est transformé en immeuble de rapport et héberge notamment le joaillier Gustave Sandoz au rez-de-chaussée jusqu'en 1885. De 1897 à 1899, l'hôtel est loué par l'Union centrale des arts décoratifs, puis par une société de linotypie de 1906 à 1916. Madame Thénard fait classer le bâtiment au monument historique en 1914 avant de le vendre l'année suivante.
3 ans plus tard, la ville de Paris, suivant l'idée de l'urbaniste Eugène Hénard, déclare d'utilité publique le percement d'une voie entre la Bourse de commerce et la rue de Valois, la future rue du Colonel Drian. Cette voie est destinée, en traversant le jardin du Palais Royal, à rejoindre l'Opéra Garnier afin d'alléger la circulation du quartier et de permettre la nouvelle extension de la Banque de France voisine, laquelle a entamé dès 1913 l'acquisition de plusieurs maisons et hôtels de la rue des Bons-Enfants et de la rue de Valois. Conséquence, l'hôtel de la Chancellerie est acquis par expropriation, déclassé et démoli en 1923. À la suite du scandale provoqué, le préfet de la Seine obtient de la Banque de France, nouvelle propriétaire, la promesse de démonter relief et décors de l'hôtel et de les remonter ailleurs dans Paris. Ils sont stockés dans 102 caisses déposées dans un entrepôt à Asnières en attendant leur nouvelle destination. Le projet de remontage est confié à l'architecte de la banque, Alphonse Desfrasse. Les travaux sont interrompus par la crise de 1929, puis par la Seconde Guerre mondiale. Des défenseurs du patrimoine comme Jacques Dupont, inspecteur des monuments historiques, ou Michel Fleury, archéologue et historien, militent pour le retour des décors oubliés de l'hôtel de la Chancellerie. Plusieurs lieux d'asile sont alors proposés comme le musée Carnavalet, les Archives nationales ou le musée du Louvre. En 1997, une exposition en lien avec Pajou au musée du Louvre permet à ce dernier de récupérer quelques fragments de décors de l'hôtel. Après une lutte de 15 années, Bertrand Duvigneau, via le World Monuments Fund, une fondation privée, signe le 12 juillet 2011 avec le ministère de la Culture et la Banque de France une convention pour restaurer et réinstaller les décors de la Chancellerie à l'hôtel de Rohan-Strasbourg appartenant aux Archives nationales. Le remontage des décors commence sur le site en septembre 2018. Ils sont inaugurés par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, le 19 octobre 2021, avant l'ouverture au public le 5 mars 2022. Le 21 avril de la même année, la Banque de France cède les décors à l'État français. Afin que vous compreniez un petit peu mieux pourquoi tant de luttes pour ces décors, voici leur histoire et surtout voici leur image. Célèbre mécène parisien et sans doute l'un des plus grands protecteurs d'artistes de son temps, le marquis de Voyer veut alors faire de son hôtel un modèle des nouveaux goûts en vigueur. Après le vestibule et la grande salle à manger, il engage successivement les travaux du grand salon, remanié en 1771, de la petite salle à manger, transformée à nouveau en 1772, avec l'installation d'un nouveau plafond de goût grec par Jean-Jacques Lagrené, dit Le Jeune, sur le thème de Hébé versant le nectar à Jupiter, qui vient remplacer celui de Jean-Honoré Fragonard, figurant une nuée de Pouty, jugée démodée. Suit parallèlement de 1767 à 1770 la transformation de la chambre de la marquise de Voyer, à droite du salon, à laquelle il faut de nouveau intervenir en 1771-1772. Cette chambre était réputée pour le plafond réalisé par Louis-Jacques Durameau, figurant le lever de l'aurore, conçu sur le mode baroque avec médaillons et architecture feinte au pourtour. Le plafond du salon fut réalisé par Coipel entre 1706 et 1709, selon le thème du triomphe de l'amour sur les dieux. Disposé classiquement entre cour et jardin, le salon donnait à l'est sur la rue des Bons-Enfants et ouvrait à l'ouest sur le jardin du Palais Royal. En 1764 sont installées des cheminées imaginées par Montalembert, puis dans le salon et les deux salles à manger, un système de chauffage conçu par le poêlier Bertolini, consistant en des conduits d'air chaud à clapets dans les cloisons, alimentés depuis un foyer disposé dans la cave. L'inefficacité du système entraîne l'installation de cheminées traditionnelles dans les années 1770. Outre le vase sur colonne du vestibule, Augustin Pajou réalisa toute la sculpture de l'hôtel, tant extérieure qu'intérieure. Il est l'auteur des dessus de porte en stuc doré sur fond vert antique du salon sur les thèmes des 4 éléments, qui sont conservés au musée du Louvre, et des cariatides de la petite salle à manger, disparues dans les années 1780. Pierre Gouttière, orfèvre du roi, travaille au bronze des cheminées, des portes et des porte-fenêtres. En 1783, l'orfèvre Jean-Ange Locke réalise un candélabre en argent ciselé, muni d'un mécanisme permettant d'adapter la hauteur du fût au nombre des convives. Cet objet, proposé avec son étui en maroquin rouge fleur d'Élysée, fut vendu aux enchères à Paris les 17 et 18 novembre 2015.
Michel Bruno Bélanger, peintre d'ornement, réalisa les arabesques du boudoir de la marquise en 1769, selon des dessins de Devailly. Le peintre d'histoire Gabriel Briard, secondé par les peintres décorateurs Guillet et Deleuze, sublime le vestibule et la grande salle à manger. Ces décors, d'un faste inouï et d'un goût nouveau, feront la célébrité de l'hôtel. Le compositeur Jean-Philippe Rameau mourut dans cette voie sans que l'on sache à quel endroit précis. On le connaît surtout aujourd'hui pour son œuvre lyrique Castor et Pollux, Dardanus, Les Indes galantes et j'en passe. On trouve dans ces opéras la conception typique de l'art lyrique français avec, notamment, l'importance accordée au récitatif et à sa beauté mélodique. Le peintre François Lemoine habitait cette rue. Il se suicida le 4 juin 1737 après avoir achevé le plafond du salon d'Hercule au château de Versailles. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un cadran solaire. Donc, un cadran était très consulté à Paris vers 1750, celui du 21 de la rue des Bons Enfants, qui donnait alors directement sur le jardin du Palais Royal. Casanova écrit dans ses mémoires en 1750 « Je vois beaucoup de monde dans un coin du jardin, se tenant immobile et le nez en l'air. Je demande à mon nouvel ami ce qu'il y avait de merveilleux. On se tient attentif à la méridienne, chacun a sa montre à la main pour la régler au point de midi. Est-ce qu'il n'y a pas de méridienne partout? Si fait, mais celle du Palais Royal est plus exacte. » Louis Balthazar Nil dit dans son Voyage de Paris à Saint-Cloud par terre et par mer, publié en 1750, « Il n'y avait que la vue du soleil qui me rassurait un peu, et je le reconnaissais encore pour être le même que je voyais au Palais Royal, toutes les fois que j'allais au Méridien régler ma montre. » Hurtaud et Magny, dans leur dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs en 1779, parlent du cadran du Palais Royal comme du meilleur de Paris. En 1780, le Palais Royal passe aux mains de Louis-Philippe d'Orléans, qui entreprend une importante opération immobilière. Il fait construire des maisons de rapport avec des galeries bordées de boutiques qui rétrécissent le jardin et privent les habitués du cadran. Il promet de remettre un cadran solaire. Bachamont, en décembre 1784, écrit « Il a tenu parole et a renchéri, car, outre le méridien, il a fait pratiquer dans la ligne véritable une petite chambre qu'on replie de poudre, ce qui forme explosion dès que le soleil y frappe, et avertit non seulement les promeneurs, mais tout le quartier, que le soleil est au milieu de son cours. » En 1784, il y a donc une méridienne verticale et un méridien acoustique. La méridienne est sans doute celle que l'astronome Lalande dit, dans son encyclopédie méthodique de 1784, avoir faite au Palais Royal. Le méridien acoustique était une petite chambre installée au dernier étage du bâtiment, du fond du jardin, au-dessus du célèbre café du Caveau, entre les balustrades ou sur un vase, on ne sait pas trop. Thierry écrit en 1786 « Les bâtiments du pourtour sont couronnés par des balustrades. Sur le piédestal du milieu de ceux du fond est un méridien qui, par le moyen d'un ver ardent, fait partir un coup de canon lorsque le soleil marque midi. » Un passant anonyme originaire de Quimperlé raconte en 1787 « Je m'informais de la raison qui réunissait tant de monde en cet endroit. Monsieur, c'est le coup de midi. Voyez-vous là-haut, près des balustrades? Ah non, monsieur. Un petit méridien. Ah oui, monsieur, j'entrevois. Il est bien petit, à peine si l'on peut distinguer les heures. Ce n'est donc pas la méridienne de la rue des Bons Enfants? Bah, monsieur, l'on y fait plus attention. Celui-ci est le meilleur. Vous verrez, vous verrez. Il fait bien plus d'effet que l'autre. J'allais m'asseoir près du petit pavillon occupé par le propriétaire du café de Foix. J'avais tiré ma montre et la tenais ouverte dans l'intention de saisir l'instant juste où le soleil donnerait midi. L'œil fixé sur le méridien, je suivais la marche de la lentille. Un coup de canon part. L'explosion était si violente que je me sentis tressaillir. Il n'y aurait rien de merveilleux à un méridien s'il vous marquait tout platement midi. Cela fait bien plus d'effet. Il y a au-dessus d'un vase un ver ardent qui fait partir un coup de canon à l'instant où le soleil marque midi. C'est très agréable.
La petite chambre acoustique sera remplacée en 1786 par un canon méridien plus connu, inventé par Rousseau, ingénieur en instruments de mathématiques, particulièrement en montres et cadrans solaires portatifs, méridienne à canon, installé rue des Cordeliers en l'an 2. Sous le Directoire, vers 1799, M. de Chabrol, préfet de la Seine, le fit changer pour un semblable et meilleur et transporté sur une borne de granit. Mouly le décrit en 1823. À l'extrémité du parterre, du côté des galeries de bois, à midi précis, la chaleur du soleil fait partir un petit cadran. Le moment approche, les amateurs viennent se grouper autour de la palissade extérieure. Un vieux nouvelliste a suspendu la lecture du moniteur et, tout fier de voir l'aiguille de sa montre marquer midi à l'instant de l'explosion, il place le chef-d'œuvre de son horloger sous les yeux d'un voisin qui n'est pas aussi satisfait. D'autres, épouvantés par le bruit du canon, s'éloignent avec effroi. L'un regarde avec un stupide étonnement les ondulations de la fumée, cet autre, dont le chapon est décoré d'une cocarde d'uniforme depuis que nous sommes en paix, recule tremblant de peur, sa main vient de laisser tomber sa montre qu'il allait régler. Un troisième examine froidement le cadran de la sienne. À peu de distance, un tranquille faubourien reste immobile, les deux mains dans les poches de son large pantalon. Il n'a point de montre à régler. En 1832, Béraud et Dufay diront dans le Dictionnaire historique de Paris « Le méridien du Palais-Royal est maintenant le seul qui fixe l'attention du public. » Depuis 1875, il est installé derrière la statue de marbre blanc, le charmeur de serpent, ou Eurydice, sculpté par Adolphe Tabar, sur la ligne du méridien de Paris. Son armurier, attitré, fut longtemps Leroux, auquel Fauré-Lepage succéda. Le canon en bronze de 20 cm de long était rempli de poudre. Il se trouvait placé devant une lentille soutenue par des bras mobiles. Il repose sur un socle cylindrique d'environ 80 cm de diamètre et 80 cm de haut. Il était protégé naguère par une cage transparente en verre puis en plexiglas. Cette devise y était gravée « Je ne marque les heures que si elles sont sereines ». Très consulté, ce canon aura beaucoup de succès, comme le montrent de nombreuses gravures. Honoré Daumier dans Les Bons Bourgeois en 1849, Gustave Doré dans Les Abonnés au canon du Palais-Royal ridiculiseront ceux qui viennent régler leur montre sur le coup de canon. Édouard Drumont est plus féroce. Nulle révolution ne l'a renversé, nul souverain n'a osé refuser la rente de poudre à ce canon bouffon qui n'a jamais contenu un boulet, à ce lâche canon qui n'a jamais défendu sa patrie. Il est l'image du Palais-Royal, une fille de joie lui aussi. Il n'a fait du bruit que pour plaire aux badauds, il s'est usé sous la curiosité publique, ce canon de joie qui se prostitue en plein midi, et, à ce vil métier, cet amuseur est devenu plus vieux, plus usé, plus débile que les glorieux canons d'Austerlitz. René Héron de Villefosse dans Prés et bois parisiens, en 1942, garde un souvenir ému du crapaud de bronze dans son petit aquarium que son père lui avait présenté quand il avait 7 ou 8 ans. Le canon tonna jusqu'en 1914. Restauré en 1975 avec la participation du Lions Club de Paris par M. Auger, maître armurier aux établissements d'Arnes, inauguré le 4 mai 1975, il a à nouveau tonné le mercredi et le jeudi à midi, en été, jusqu'en septembre 1981. M. Fauré-Lepage, maître arquebusier, était chargé d'amorcer le canon. Fin 1981, sa cage de verre a disparu, puis peu après, ce fut le tour de la lentille. Depuis le 13 juillet 1990, la direction du patrimoine a repris la tradition. Le canon du Palais-Royal tonne à nouveau tous les jours à midi. Une plaque a été placée à ses pieds, rappelant son histoire. La mise à feu est assurée par les surveillants du domaine du Palais-Royal. On peut voir facilement le petit cadran lors de l'ouverture du jardin. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.